Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour présenter le chapitre 5, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Je reprends depuis le début pour le groupe qui est un peu en décalage par rapport à l'autre. Nous commençons très logiquement par une introduction. Nous retrouvons ici une image que nous avons déjà vue et qui représente une Europe en situation de tension qui est en train de déclencher un conflit pour l'instant à échelle européenne. Les chiens sont en train d'aboyer et les chiens commencent à mordre. Que se passe-t-il? Eh bien, durant tout le XIXe siècle, l'idée de nation s'est affirmée. Les peuples revendiquent leur identité, se cherchent un territoire, des terres disputées, des conceptions différentes de l'identité nationale aboutissent à des rivalités marquées entre États européens et à l'émergence d'un nationalisme agressif. À cela s'ajoute la compétition économique qui oppose de grandes puissances industrielles et la concurrence coloniale qui met aux prises des pays aux ambitions planétaires. On pense en particulier à la Weltpolitik allemande, la politique mondiale de Guillaume II. Conscients de ces menaces de guerre, les Européens ont développé des réseaux d'alliances destinés à dissuader les adversaires potentiels et à se protéger. À l'aube du XXe siècle, les tensions en Europe sont à leur comble. Elles vont se libérer à l'occasion d'un des multiples incidents survenus dans la poudrière des Balkans au sud-est de l'Europe. Elles sont à l'origine du conflit le plus massif que le monde ait alors connu, la Première Guerre mondiale, qu'on appelle encore à l'époque la Grande Guerre. Il nous appartient d'en présenter les faits et les conséquences. Donc nous sommes ici dans une logique de sujet, de présentation d'événements, qui serait cause, fait, conséquence, mais nous nous en tenons ici aux faits et aux conséquences. En effet, nous allons aborder ce sujet en 3 temps. Dans un premier temps, nous présenterons les phases du conflit, pour ensuite évoquer dans une deuxième partie les conditions de vie au front et à l'arrière, et nous détaillerons enfin les conséquences d'un conflit qui a bouleversé l'Europe et sa place dans le monde. Nous commençons donc avec cette peinture qui représente des soldats du début de la guerre, et ça nous le voyons à la couleur de leur uniforme. Nous voyons aussi qu'il s'agit de Français. C'est l'occasion pour nous donc de démarrer les phases du conflit de cette grande guerre, donc de celle qu'on appelle évidemment pas encore la Première Guerre mondiale, puisqu'il n'y en a pas encore eu de seconde, et qu'on espère bien à l'époque qu'il n'y en aura jamais d'autre. Cette grande guerre commence en 1914 avec ce qu'on espère être une guerre rapide. Tout le monde imagine que le conflit sera rapide compte tenu des progrès technologiques, et ce conflit commence bien entendu par une étincelle qui se produit à l'est de l'Europe, à Sarajevo pour être exact. Sarajevo, c'est en Bosnie. La Bosnie-Herzégovine est une région à l'époque occupée par l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et il se trouve que le 28 juin 1914, un attentat a lieu à Sarajevo. Cet attentat, qui en est la victime? Il s'agit de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François-Ferdinand et son épouse, qui est également du voyage et qui est également victime de l'attentat. En fait, il y a eu d'abord une tentative d'attentat à la bombe qui a échoué, et dans un deuxième temps, c'est un étudiant serbe de Bosnie qui s'appelle Gavrilo Princip qui attaque au pistolet. Cet événement est grave, bien sûr, mais de là à déclencher une guerre européenne, une guerre mondiale, on peut s'étonner. Eh bien, il se trouve que, nous l'avons vu, l'Autriche-Hongrie et la Serbie ont des relations difficiles. L'Autriche-Hongrie avait déjà été tentée d'attaquer la Serbie, et Vienne se saisit de cet attentat, de ce prétexte qui apparaît comme un bon prétexte, l'assassinat de l'héritier de l'Empire. Donc saisit de ce prétexte pour s'en prendre à la Serbie, et pour cela, eh bien, le gouvernement autrichien envoie un ultimatum, autrement dit une dernière mise en garde, adressée à un État
c'est une forme de chantage, soit vous acceptez nos conditions, soit nous vous déclarons la guerre. Cet ultimatum exige un certain nombre de choses du gouvernement serbe, et notamment que les coupables lui soient livrés. La Serbie ne refuse qu'une des exigences, elle a vraiment fait le maximum pour éviter le conflit, mais l'intervention de policiers autrichiens sur son territoire est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Et puisque tout l'ultimatum n'a pas été accepté par la Serbie, une guerre va donc être déclenchée le 28 juillet par l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Et là, un engrenage va se mettre en place, car, vous le savez, des alliances en 1914 sont en place, en particulier deux grandes alliances. La première, c'est la Triple Alliance, qu'on appelle aussi la Triplice, qui réunit l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Vous avez aussi quelque chose qu'on considère comme une alliance un peu vide, puisqu'il n'y a d'alliance qu'entre deux de ses membres en réalité, c'est ce qu'on appelle la Triple Entente. Donc il y a une alliance réelle franco-russe, il y a une entente entre le Royaume-Uni et ses deux partenaires. Néanmoins, c'est le bloc finalement qui s'oppose à la Triple Alliance. Et ces deux alliances, finalement, peuvent mettre en route justement un engrenage extrêmement dangereux. Et c'est bien ce qui se passe. C'est ce qui se passe, un engrenage se met en place, les gouvernements, les diplomates ont essayé d'empêcher ces engrenages de se mettre en place et cette mécanique de démarrer implacablement, mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Même les courriers personnels entre le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne, qui sont cousins, n'ont pas pu empêcher cette guerre. En effet, le 28 juin, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Serbie, vous le savez, est un État slave qui est protégé par la Russie. Et très logiquement, la Russie protège la Serbie et déclare la guerre le 1er août à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne doit évidemment réagir puisque son allié est attaqué. Donc là, l'alliance défensive de la Triplice, logiquement, fonctionne. Et en plus, la France, à ce moment-là, en fait, le 2 août, la France déclare la mobilisation générale. Donc l'Allemagne, qui doit de toute façon attaquer la Russie et qui sait très bien qu'attaquer la Russie conduira à ce que la guerre soit inévitable avec la France, eh bien l'Allemagne, le 3 août, déclare la guerre à la Russie et à la France. Que fait le Royaume-Uni, qui, rappelons-le, n'a pas signé de traité? Eh bien le Royaume-Uni va accompagner ses deux partenaires dans cette guerre, et le 4 août déclare la guerre à l'Allemagne. Il reste un pays qui n'a pas réagi, c'est l'Italie. Eh bien, l'Italie va appliquer ses engagements, notamment les accords avec la France, puisqu'il était convenu que si la France était attaquée par l'Allemagne, à ce moment-là, l'Italie ne bougerait pas. Et en plus, rappelons-le, la guerre commence parce que l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. L'Italie, par conséquent, ne bouge pas. Ça y est, nous sommes début août, nous sommes en plein été, un très bel été, et pourtant, une bonne partie de l'Europe est en guerre. Alors la guerre, ça veut dire, pour un pays comme la France, que sur chaque mairie est placardée l'affiche que vous voyez en ce moment, donc qui annonce que un ordre de mobilisation générale est lancé, que le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. À partir de là, tous les hommes en âge et en état de porter les armes se reportent à leur livret militaire. La dernière page indique quel jour de la mobilisation ils doivent partir et dans quelle gare ils doivent se rendre. C'est donc ce qu'ils font. Donc l'armée française commence à se mobiliser, des millions d'hommes prennent le chemin des gares. À cette occasion, donc la mobilisation est décidée. Eh bien, à cette occasion, on peut dire que l'opinion française est assez résignée à la guerre. Il y a un personnage qui, lui, s'y oppose. Il y a un personnage qui
estime que cette guerre, elle n'est pas une guerre, c'est une guerre entre capitalistes, elle n'est pas une guerre qui concerne les ouvriers. Il les appelle donc à refuser de s'affronter. Cet homme qui s'y oppose, c'est Jean Jaurès, qui est le chef de la SFIO, donc qui est le chef du Parti socialiste français. Et pour vous donner une idée un petit peu de l'atmosphère de l'époque, eh bien, Jean Jaurès va être, le 31 juillet, assassiné par le nationaliste Raoul Villain, Villain avec deux L, alors qu'il dîne au café du Croissant. Il est à noter d'ailleurs que Raoul Villain assassine donc Jean Jaurès par balle. Raoul Villain est emprisonné pendant toute la guerre, son procès a eu lieu en 1919, et figurez-vous qu'il est acquitté. Il est acquitté par des jurés qui estiment qu'il a rendu service à sa patrie. Bon. Donc la France mobilise. Les Britanniques, eux, ne mobilisent pas, puisqu'à cette époque-là, ils n'ont pas de service militaire. Donc là, ils ouvrent des bureaux de recrutement. Les soldats britanniques sont des volontaires, mais il y a une pression forte, une pression sociale assez forte. Ne pas engager, c'est apparaître comme un lâche. C'est ne pas vouloir défendre son pays. Et vous avez de nombreuses affiches qui vous indiquent que votre roi et votre pays ont besoin de vous et qu'il faut donc s'engager. L'Allemagne est évidemment concernée par la mobilisation générale. Nous avons ici une scène de foule qui se déroule à Munich. Et dans cette foule, eh bien, se trouve un personnage que nous voyons dans un médaillon qui agrandit la scène. Eh bien, ce personnage n'est autre qu'un Autrichien qui vient à Munich, qui vient en fait pour essayer de s'engager dans l'armée bavaroise. Il s'agit d'un certain Adolf Hitler. Vous vous demandez peut-être quel journaliste a eu la curieuse idée de regarder à la loupe tous ces personnages pour essayer de trouver Hitler. Je vous rassure, aucun journaliste n'a fait cette expérience-là. C'est tout simplement Hitler qui s'est reconnu lui-même sur la photo et qui s'est signalé, a indiqué qu'il était là. Donc les soldats partent. Alors vous avez des images qui laissent à entendre qu'on a un certain enthousiasme, une certaine joie. C'est très excessif. Disons que la majorité des gens considèrent que bon, c'est leur devoir de défendre leur pays, ne sont pas forcément très enthousiastes. Ils espèrent simplement que la guerre sera courte. En fait, on pense qu'avec les nouveaux moyens technologiques, la guerre ne pourra durer que quelques semaines. On pense être de retour pour les moissons, au pire être de retour pour les vendanges. Bref, on pense que ça durera au maximum quelques mois. Alors néanmoins, c'est l'occasion d'images de propagande comme celle-ci. Vous avez donc un train allemand qui part vers le front. Train allemand, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit que ce wagon est marqué de l'inscription à gauche Alsace-Lorraine en allemand. Nous avons donc un certain nombre d'inscriptions faites à la craie. Alors ça veut dire excursion vers Paris, à bientôt sur le boulevard, tous au combat, la pointe du sabre me démange, donc voilà, grand enthousiasme. On trouve un peu la même chose sur les trains français, vous avez des inscriptions telles que hommage à la mitraille, à Berlin, à bas les alboches. Voilà, ce genre de propos. Quoi qu'il en soit, tout est prêt, semble-t-il, pour une guerre de mouvement. Et comme je le disais, chacun croit à une guerre courte. Et pour une guerre courte, eh bien, rien de tel que l'offensive. On considère qu'elle a des vertus presque magiques, elle résout toutes les situations. À partir du moment où on attaque, tout va bien. Nous allons donc observer tout d'abord ce qui se passe sur le front ouest, sur le front franco-allemand, et nous verrons ensuite ce qui se passe sur le front est. Nous voici donc dans le nord-est de la France. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Alsace et la Moselle sont des territoires allemands. Donc là, je vous ai retracé notamment la frontière franco-allemande à l'époque. Des villes comme Thionville, Metz, Strasbourg et Mulhouse se trouvent côté allemand. Et nous allons commencer par évoquer le plan français, car évidemment chaque camp a des plans de guerre. Le plan français est ce qu'on appelle le plan 17. En fait, c'est le 17e plan depuis 1870. Et ce plan consiste principalement en une attaque à la frontière franco-allemande, consistant naturellement à récupérer les provinces perdues.
On envisage cependant la possibilité que les Allemands essaient de passer par le Luxembourg pour surprendre la France, et on masse donc des troupes également face au Luxembourg. Un petit peu également face à la frontière belge, mais la Belgique étant neutre, on ne pense pas que les Allemands iront aussi loin. Donc voilà le plan français. Quant au plan allemand, eh bien, il est assez différent, vous allez le voir. Les Allemands, naturellement, ont posté 2 armées en Alsace-Lorraine face aux Français. Ils savent très bien que les Français vont attaquer là, c'est logique. Seulement, eux ont un plan radicalement différent. Les Allemands, en effet, ont un problème. Ils sont en guerre sur 2 fronts, sur le front français et sur le front russe. Ils savent que les Français mobilisent beaucoup plus vite que les Russes. Ils savent que les Russes mettront facilement 6 semaines pour mobiliser leurs troupes. Et les Allemands pensent donc qu'ils ont les mains libres pour attaquer en force à l'ouest. Ils ont donc une fenêtre de quelques semaines pour battre la France avant de se retourner face à l'armée russe que l'on sait considérable et qu'on considère comme un véritable rouleau compresseur. Quel plan permettrait de battre la France en quelques semaines? Eh bien, il y en a un qui s'appelle le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen, le voici. Et ce plan Schlieffen donc, porte le nom du général qui l'a conçu. Ce plan consiste en une attaque surprise par laquelle on viole la neutralité de la Belgique, donc on traverse la Belgique, on prend par surprise évidemment l'armée française, alors tout est une question de rapidité, on engage en fait un grand mouvement tournant à travers la Belgique et à travers le nord de la France. On a une première armée allemande qui est renforcée pour en particulier pouvoir s'emparer de la capitale Paris, et l'objectif c'est d'encercler le gros des armées françaises qui se seront évidemment lancées à l'attaque des provinces perdues, à l'Alsace et la Moselle. Donc voici quel est ce plan. Comment les choses se passent-elles, maintenant que nous connaissons les plans des deux grands pays qui s'opposent? Eh bien, nous allons le voir. Nous avons ici l'emplacement des différentes armées au moment où l'affrontement commence. Donc, nous sommes ici en août. Vous avez donc, côté allemand, 7 armées, le tout dirigé par le général Muth von Moltke. Vous avez une armée belge qui est positionnée pour le cas où. Vous avez également 5 armées françaises, l'ensemble étant dirigé par le général Joseph Joffre, et vous avez également ce qui est ici en kaki appelé BEF, c'est la force expéditionnaire britannique. Donc ce sont les troupes professionnelles, peu nombreuses, que les Britanniques peuvent envoyer tout de suite. Il faut bien préciser que l'armée britannique n'est pas nombreuse. Les Britanniques ont surtout une flotte de guerre extrêmement puissante, qui, associée à la flotte française, domine très largement les mers. Voici donc la situation au départ. Alors, que se passe-t-il? Comment les choses se déroulent? Eh bien, ça va commencer par une attaque française à la frontière franco-allemande, tandis que les Allemands, eux, commencent à rentrer en Belgique. Donc les Allemands commencent à rentrer en Belgique, ils vont naturellement se heurter à l'armée belge qui n'est pas en mesure de résister, une armée face à 5 armées, elle n'est pas en mesure de résister, elle va donc faire retraite et elle va se fortifier au niveau de la ville d'Anvers. La ville d'Anvers qui est un port stratégique, qui est extrêmement important et qui est notamment très très important dans les contacts avec le Royaume-Uni. Si les Allemands possédaient Anvers, ça pourrait être dangereux pour les Britanniques. Donc les Belges se replient autour du point stratégique du port majeur qu'est Anvers. Les forces de l'entente, pour l'instant, ne se sont pas rendues compte que les Allemands avaient envahi la Belgique. On n'a pas à l'époque de satellite pour le voir, il faut le temps que l'information circule. Et de toute façon, vous le savez, le plan 17, eh bien, c'est d'attaquer en Alsace et en Moselle. C'est exactement ce que font les premières et deuxièmes armées françaises. Elles attaquent donc comme prévu, et elles attaquent dans des conditions assez terribles, puisqu'on n'a pas conscience à l'époque dans les états-majors, en particulier l'état-major français, du caractère destructeur et meurtrier de la mitrailleuse, et on organise des attaques qui sont des attaques pratiquement en ligne,
en courant à terrain découvert, avec des uniformes qui sont très voyants, qui ne sont pas du tout adaptés non plus à la chaleur du mois d'août, et on a des pertes absolument énormes. En 3 jours, pour vous donner un aperçu, suite à ces combats, baïonnettes au canon, race campagne, eh bien 130 000 Français sont hors de combat. 130 000 Français, ça veut dire 130 000 morts, blessés, prisonniers. Quand je dis hors de combat, c'est vraiment un terme général. En tout cas, ça va être une bataille extrêmement coûteuse. Donc cette bataille a lieu, elle est un échec, les Français doivent reculer. Pendant ce temps-là, les Allemands continuent à avancer. L'entente, cette fois-ci, est informée et réagit, et les deux armées se jettent les unes sur les autres, et c'est ce qu'on appelle la bataille des frontières. Donc les deux armées se précipitent l'une vers l'autre, et à cette occasion-là, eh bien, l'armée allemande a le dessus. Je vous rappelle que vous avez de toute façon 5 armées allemandes face à 4 armées de l'entente, donc il y a une supériorité. Les Allemands donc ont le dessus, une 6e armée française est en train de se constituer, et les Allemands ont tellement bien le dessus que la première armée se permet même d'envoyer des renforts sur le front de l'Est, où les Allemands sont en difficulté. Et ils vont donc continuer leur avancée, et ils vont poursuivre littéralement des armées franco-britanniques en déroute. Donc c'est ce que nous voyons ici. Vous avez donc un grand mouvement de poursuite. Et voici la situation le 5 septembre. Les Allemands sont donc très profondément entrés en France, et le plan Schlieffen a l'air de s'être bien déroulé. En réalité, c'est une impression. Le plan Schlieffen n'a pas été parfaitement respecté. Si vous regardez bien, vous vous apercevez que la première armée allemande ne s'empare pas de Paris. La première armée allemande passe à l'est de Paris. En fait, les Allemands pensent qu'ils sont dans la poursuite de l'armée franco-britannique, et qu'il est donc important rapidement d'assurer son encerclement pour battre cette armée. Il serait temps, après cela, d'occuper Paris, et ils pensent que la victoire est vraiment à portée de main. C'est pour ça qu'ils se précipitent et qu'ils donnent la priorité à l'encerclement de l'armée, en particulier de l'armée française. Mais, cette situation va permettre aux Français de réagir. En effet, le général Gallieni, qui commande Paris, qui a sous ses ordres la 6e armée, eh bien, va prendre une décision. Il va attaquer la première armée allemande, il va attaquer le flanc de la première armée allemande. Et il va utiliser, notamment, pour transporter une partie de ses soldats, donc les Allemands sont à l'époque, les avant-gardes de l'armée allemande arrivent à 17 km de Paris, et le général Gallieni donc, va réquisitionner les taxis parisiens, les bus parisiens également, pour transporter des troupes. Donc ce sont les fameux taxis de la Marne. Vous avez ici une photo qui vous montre à quoi ressemblaient ces taxis parisiens. Donc on appelle taxis de la Marne, et bien parce que on les utilise pour ramener des troupes sur la Marne. En effet, les troupes françaises vont donc attaquer la première armée allemande. La première armée allemande est évidemment bloquée dans son avance. En plus, elle est menacée d'encerclement par cette attaque de flanc. Donc elle va non seulement arrêter son avance, mais reculer légèrement, et ça va permettre de créer un espace entre la première et la deuxième armée allemande. Et cet espace va être exploité par les armées françaises et britanniques, l'objectif étant de menacer, d'abord de menacer d'encerclement la première armée, mais aussi de menacer, de prendre à revers, de prendre par le côté et par l'arrière le reste des armées allemandes. Donc là, en fait, on a une contre-offensive qui est lancée par l'entente, qui cherche à encercler les armées allemandes, comme les armées allemandes ont essayé d'encercler les troupes de l'entente. Et cette bataille est très importante. Cette bataille qui va bloquer complètement l'offensive allemande, c'est ce qu'on appelle la bataille de la Marne, et cette bataille se déroule du 6 au 13 septembre 1914. Là, le plan Schlieffen n'a pas été respecté, l'offensive est un échec, et ça va provoquer le remplacement du général von Moltke par un autre général qui s'appelle Erich von Falkenhayn.
Quant à l'explication de cet échec allemand, eh bien, le général qui commande la première armée, qui devait prendre Paris, Alexander von Kluck, en donne une explication. Il dit que des hommes se fassent tuer sur place, c'est là une chose bien connue et escomptée dans chaque plan de bataille, mais que des hommes ayant reculé pendant des semaines, épuisés à demi-mort de fatigue, je rappelle qu'à l'époque, une bonne partie des troupes se déplacent à pied, se relèvent et attaquent au son du clairon. C'est une chose sur laquelle nous n'avons pas appris à compter, c'est là une éventualité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Donc les Allemands sont en fait surpris parce qu'ils pensent être dans la poursuite d'une armée complètement désorganisée et défaite, et ils se trouvent confrontés à une réaction, à une contre-offensive, et ça, ils ne s'y attendaient absolument pas. La situation est donc la suivante. Comme vous le savez, les troupes belges se retrouvent autour d'Anvers, et les Allemands ont dû reculer, et comme le temps a beaucoup avancé, comme l'hiver s'approche, eh bien, ils décident en fait de s'enterrer, ils décident de figer le front en s'enterrant dans des tranchées. Ils savent en effet qu'il va falloir se défendre face aux Russes, et ils ne peuvent plus, donc ils doivent absolument bloquer le front à l'ouest, ils doivent se mettre en fait sur la défensive à l'ouest pour pouvoir réagir face à l'armée russe qui, elle, évidemment, commence à être prête à l'action. Face à cela, les Français et les Britanniques vont faire la même chose, ils vont également s'enterrer dans des tranchées. Alors, le secteur britannique apparaît en kaki, il est évidemment assez réduit, puisque les troupes britanniques à l'époque sont très limitées. Nous avons donc un front continu à partir de la Suisse, un front continu qui s'étend, mais vous le voyez, qui ne s'étend pas jusqu'à la mer. Et donc, que vont faire chaque armée? Eh bien, très naturellement, elles vont essayer de se déborder l'une l'autre, elles vont essayer de se contourner l'une l'autre. Et vous allez avoir, comme ça, une série d'affrontements, avec chaque fois le tracé de nouvelles tranchées. Et on a là un phénomène qu'on va appeler la course à la mer. C'est un phénomène qui va se dérouler en octobre 1914. Chacun cherche à déborder l'autre par l'ouest. Et vous avez notamment un épisode qu'on va appeler la mêlée des Flandres. Donc là, les deux armées se jettent l'une sur l'autre, l'objectif étant d'avancer le plus possible. Les Belges, qui se trouvent toujours autour d'Anvers, se rendent compte que là, ils risquent d'être complètement et définitivement encerclés par les armées allemandes, et donc ils décident de se replier, ils décident de rejoindre l'entente. C'est ce qu'ils font donc, dans le secteur de Dunkerque, et c'est ainsi que, suite à la bataille de la course à la mer, suite à cette bataille, eh bien c'est ainsi que vous avez un front continu de 500 km de la Suisse à la mer du Nord qui est mis en place. Les combats ont été extrêmement durs pour en arriver là. Les Français ont perdu 850 000 hommes, morts, blessés et prisonniers. Les Allemands, 670 000, et les Britanniques, 84 000, sur des troupes beaucoup plus réduites. Donc on voit des pertes énormes. Alors ce ne sont pas toutes des pertes définitives, vous avez beaucoup de blessés, mais on voit que ça a été des combats abominables. Petite modification, les Britanniques ne restent pas dans le secteur de Reims parce qu'il est éloigné de leur base, ils vont se rapprocher et ils vont dans un secteur que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit notamment du secteur de Béthune. Et je signale que d'ailleurs, à une époque, à un moment donné, des soldats écossais sont en cantonnement dans notre lycée. Alors dans la propagande française, on appelle tout ce réseau de tranchées qui s'est mis en place le mur de Joffre, du nom du général Joffre, bon, qui n'y est pas pour grand-chose, hein, puisque en l'occurrence c'est une initiative allemande. Donc voilà comment les choses se présentent suite à ces combats, au moment où l'hiver arrive. Pendant ce temps-là, à l'Est, que se passe-t-il? Eh bien, pendant ce temps-là, vous avez face à face l'Allemagne, l'Est de l'Allemagne, face au territoire russe. Vous pouvez constater qu'à l'époque, Varsovie et une bonne partie de ce qu'est la Pologne aujourd'hui se trouvent en fait partagées entre l'Allemagne et la Russie. Quelle est la situation? Eh bien, les Allemands ont laissé à l'Est une seule armée, donc ils ont mis 7 armées côté ouest, une seule armée côté est, en s'attendant à ce que les Russes mettent de toute façon des semaines, mettent 6 semaines, 2 mois pour mobiliser, et donc ils estiment que ce sera largement suffisant. Mais ce que les Allemands ne savent pas,
c'est qu'il y a eu un accord entre les Français et les Russes, et cet accord, c'est que les Russes allaient mettre sur pied très vite 2 armées, même si pendant ce temps-là, les autres armées que vous voyez ici en partie transparente, même si les autres armées, elles, vont mettre du temps à se constituer. Donc très rapidement, les Russes mettent en place 2 armées, et ces 2 armées sont donc en position de force par rapport à la 8e armée allemande, et elles vont très logiquement attaquer, et attaquer en tenaille. Elles vont attaquer de 2 côtés, en évitant une zone marécageuse, une zone très marécageuse qu'on appelle les lacs Masure. Alors nous allons nous rapprocher pour voir un petit peu ce qui se passe. Voici la zone, donc vous avez les lacs Masure, donc c'est une région, comme je le disais, extrêmement marécageuse. Vous avez donc la ville de Königsberg, nous sommes ici en ce qu'on appelle la Prusse orientale, une armée, donc la 8e armée allemande, qui est positionnée de chaque côté des lacs Masure, qui est dirigée par le général von Prittwitz, et face à lui, il y a 2 généraux russes, les généraux Samsonov et Rennenkampf. Le général Rennenkampf attaque, ainsi que le général Samsonov, donc de part et d'autre des lacs Masure. La situation commence à devenir extrêmement dangereuse pour la 8e armée allemande, et le général von Prittwitz recommande à l'état-major un repli pour préserver les troupes, en attendant de pouvoir reconquérir par la suite le territoire. Voici les 2 généraux russes, et voici le général qui va remplacer le général von Prittwitz, parce que le gouvernement allemand n'a pas du tout apprécié cette idée de repli, cette idée d'abandonner le territoire allemand, et c'est donc le général Paul von Hindenburg qui est désigné pour reprendre les opérations et défendre pied à pied le territoire allemand. Il est assisté par un autre officier, Erich Ludendorff, qui est un remarquable organisateur, très très fort pour tout ce qui est question de logistique. Et le général von Hindenburg est décidé en fait à tenir bon. Il sait que les 2 généraux russes se détestent, il sait que les 2 généraux par conséquent ne seront pas pressés de venir à l'aide l'un de l'autre, et il va en fait mettre en place un plan qui consiste à battre les armées russes l'une après l'autre. Donc il commence par regrouper l'essentiel de ses forces autour de l'armée de Samsonov, qu'il va petit à petit encercler et détruire. Une fois qu'il a réalisé cette opération, eh bien, il peut retourner la totalité de ses forces contre Rennenkampf et repousser ce dernier en dehors du territoire allemand. À partir de là, eh bien, les Allemands vont tracer un réseau de tranchées, exactement comme ils l'ont fait à l'ouest. Nous avons une photo ici qui vous montre justement ces tranchées de l'est. Donc, à l'est, eh bien, le général Hindenburg a réussi, à l'occasion de la bataille de Tannenberg, le 30 août, à battre une première armée, et il a réussi le 15 septembre à battre la 2e armée au lac Masure. La conclusion, eh bien, c'est qu'à la fin de 1914, la guerre de mouvement est terminée, commence une guerre à laquelle personne n'était préparé, que personne n'imaginait, c'est la guerre de tranchées. Autre raison d'ailleurs pour laquelle les combats, la guerre de mouvement s'arrête, c'est qu'on a littéralement consommé toutes les munitions qui avaient été accumulées jusque-là. On n'avait jamais imaginé qu'on pourrait utiliser autant de milliers d'obus, autant de fusils, autant de balles, vraiment, les différents belligérants sont confrontés à une guerre qui est différente de ce qu'ils attendaient. Une guerre qui consomme beaucoup plus de munitions, une guerre qui est une guerre beaucoup plus dure, beaucoup plus meurtrière, et une guerre qui, de toute évidence, va être aussi une guerre beaucoup plus longue. Mais ça, c'est une autre histoire.